retour d'Écosse, au cours des mois qui suivirent mes capricieuses vacances pascales, j'avais été récupéré par un couple d'amis récemment mariés, afin de faire le 4e au bridge. Nous nous réunissions une fois par semaine, avec la joyeuse perspective de passer une plaisante soirée. Certains soirs où j'avais été convié pour le bridge hebdomadaire, soirs que rien ne différencie des précédents, la table à jeu n'était pas tout à fait d'aplomb. À vrai dire, elle était indéniablement bancale. Cet état de choses eut pour effet d'exaspérer mes partenaires, au point que la première manche achevée, nous décidâmes d'un commun accord de faire une pause, avant de reprendre la partie. Pour nous détendre d'abord, et surtout afin de remédier à l'instabilité de notre table de bridge. Or, d'une table de bridge bancale à une table tournante, il n'y a qu'un pas, direz-vous. Lucien, le maître de séance, en dit autant, et ne manqua d'ailleurs pas de le franchir. Tellement bien que le plus naturellement du monde, la conversation dériva vers les maisons hantées, pour en arriver par association d'idées aux fantômes. Comme le prouve le rêve, le réel glisse parfois à l'irréel. C'est alors que l'ami Lucien, qui ne manquait pas d'à propos, eut l'opportunité de se souvenir de mon voyage en Grande-Bretagne pour me prendre à partie. Michel, si je ne me trompe, tu nous as bien dit avoir passé tes vacances de Pâques à Salford chez nos amis Sirbeau. Tout à fait exact. Tu me donnes du feu, s'il te plaît? Tiens. Merci. Mais pourquoi cette question? Je vois pas le rapport. Nous as-tu pas dit aussi que tu avais accompagné nos amis chez leurs parents en Écosse? Tu l'as dit, oui ou non? Non, mais tu peux me dire à quoi rime ton interrogatoire? Et j'ai jamais prétendu le contraire, c'est parfaitement vrai. Et alors? Et alors? L'Écosse n'est-elle pas le royaume des fantômes? Ah oui, c'est ça, nous y voilà. Je te vois venir maintenant. Tu voudrais sans doute que je vous raconte que j'ai eu des apparitions au clair de lune, ou que j'ai rencontré des revenants dans une tour en ruine par une nuit d'orage. Non, on t'en demande pas tant, mais... Oh, vous ne me ferez jamais croire, cher Michel, que là-bas, on ne parle plus d'apparitions ni de châteaux hantés. Mais si, bien sûr, les histoires classiques pour touristes crédules. Oh. Elles font encore partie du folklore, mais elles ne font plus recette, ma bonne. Oui, recette ou non, tu ne peux nier qu'elles existent toujours, et c'est justement une de ces légendes que nous aimerions t'entendre nous raconter. Alors là, vraiment, je ne vous croyais pas aussi débile. Merci beaucoup, tu ne nous l'envoies pas dire. Oh, on ne peut être plus galant. Non, ce sont toujours les éternels clichés de coups frappés, d'apparitions nocturnes, de chaînes sur des escaliers de pierre. Ça n'amuse plus personne, mes pauvres amis. C'est devenu sans intérêt. Mais détrompez-vous, mon petit Michel. Je ne partage pas du tout votre opinion, Bernard non plus, je pense. Claire a raison. Ça m'intéresse, moi aussi. Mais parfaitement, tu peux rire. Mais je ne plaisante pas, je t'assure. Eh oui, nous sommes peut-être débiles, comme tu le dis si gentiment, mais ça continue à nous intéresser, tu vois. Enfin, des débiles, le mot a dépassé ma pensée. Ne t'excuse pas. Et au contraire, profites-en pour nous raconter, je sais pas ce que tu voudras, n'importe quoi, par exemple. Oui, improvise au besoin une histoire bidon, tu as assez d'imagination pour ça. Mais oui, racontez-nous quelque chose de plus ou moins folklore. Nous n'en demandons pas plus. Allez, Michel, un bon mouvement ne te fait pas prier davantage. Oh, ne nous faites pas languir plus longtemps. Nous sommes tout oui. Et nous sommes bon public. Où ça? Oh, au fait, chérie, serre-nous donc un petit scotch, tu veux bien? Et pourquoi pas un grand? Excellente idée. Tout à fait d'accord. Et je laisserai même la lumière au passage. La mettra Michel dans l'ambiance. Oh là là. À vous le premier, Michel. Passez-moi votre verre. Puisque vous insistez si gentiment, je ne saurais vous refuser. Doucement, s'il vous plaît. Grand merci, madame. Pour ça, tu te fais pas prier, hein, ivrogne. Non, mais écoute, sérieusement, c'est trop bête de s'arrêter à la première manche. Je regrette infiniment, mon petit vieux, mais bête ou pas, c'est comme ça et pas autrement. Oui, bon, je joue comme une savate, d'accord. Mais pour une fois que nous voyons du jeu, Bernard et moi... Ça, c'est bien vrai, vous en Non, une partie qui s'annonce si bien, c'est vraiment pas chic. Allez, ne cherche pas d'échappatoire, vas-y, accouche. Allez, décidez-vous, Michel. Allez, une histoire. Oui, Une histoire. allez, Michel, une histoire. Michel, une histoire. Une histoire. Une histoire. Il m'avait eu à l'usure. J'avais fini par céder. Cependant, faute d'histoire de fantômes, je leur avais tout simplement raconté mon voyage d'Angleterre, où, comme vous ne l'ignorez pas, j'avais passé les fêtes de Pâques, chez des amis communs. Eh bien, à part une singulière impression, mais mineure en apparence, sur laquelle d'ailleurs je reviendrai le moment venu, mon séjour s'était fort agréablement déroulé.
Il s'acheva même en apothéose, pour mon dernier week-end. Notre ami Bob m'invita à l'accompagner en Écosse, chez ses beaux-parents, afin d'y rejoindre Daisy, son épouse, qui nous y avait précédés. Tous deux, nous nous y rendîmes joyeusement en voiture. Bob prit d'abord une grande route fort banale, et qui ne tarda pas à troquer contre une route secondaire, jalonnée de châteaux féodaux, offrant l'image d'une merveilleuse vétusté. Ensuite, nous empruntâmes un pittoresque petit chemin vicinal, qu'au bout de quelques miles, il fallut abandonner à son tour, au profit d'un étroit et sinueux chemin de terre, serpentant au travers d'une lande caillouteuse et désertique. Des hautes fougères parsemées d'ajoncs sur le point de fleurir, émergeaient des bruyères desséchées. Insensiblement se substitua à ce rude chemin, assiégé de ronces, une exubérante allée de rhododendrons, en pleine floraison, qui annonçait l'approche de la propriété. Se profilant à contre-jour, à un détour du chemin, celle-ci s'offrit subitement à notre regard émerveillé. Typiquement écossaise, elle avait fière allure. Plus rustique que le Castel, la demeure était néanmoins plus raffinée qu'un véritable manoir. Enfin, si je ne me suis pas très bien fait comprendre, je laisse à votre fertile imagination le soin d'en réaliser l'apparence. Non, mais ma parole, est-ce que tu nous prendrais pour des demeurés, par hasard? Non, mon petit Lucien. Votre description, si fidèle soit-elle, n'est que le reflet de vos souvenirs, cher Michel. Croyez-moi, pour le réalisme, rien ne vaut de bonnes diapos. Sans aucun doute. Continue tout de même. Hein? Oui. Nous sommes tout oui, comme dirait cette chère Claire. Bon, enfin, pour moi qui découvrais l'Écosse, si l'endroit était plutôt sévère, par certains côtés, je trouvais l'édifice assez accueillant. À vrai dire, son architecture était fort contrastée. Sans doute avait-elle été restaurée à plusieurs siècles d'intervalle. De toutes ces fenêtres, sans exception, on pouvait découvrir les frondaisons du parc aux arbres séculaires. Et en dépit de son apparence composite, la demeure ne manquait pas de classe. Elle semblait même avoir une âme. Et la solitude qui l'environnait paraissait se refermer sur ses hôtes. Ah non, sincèrement, je regrette d'avoir tant attendu avant de me décider à accepter l'aimable invitation de nos amis si robots. Alors là, il ne tenait qu'à toi d'en profiter plus tôt. Sûrement, personne ne t'en a empêché. Oh, mais vous êtes assommant à la fin. N'interrompez pas tout le temps. Oh, oui. Poursuivez, cher Michel, ne les écoutez pas. Merci, pardon, Claire. Michel. On se tait. Bon, mince et le teint basané, les parents de Daisy semblaient être les frères et sœurs aînés de leur propre fille. Le père avait une belle figure, au visage de poète, sous une rude tignasse aussi rousse que sa moustache. Sa femme se tenait à ses côtés, menue et gracieuse, bien que nul n'aurait su dire si elle était vraiment jolie. Tous deux nous accueillirent avec une démonstrative chaleur qui augurait déjà de leur généreuse hospitalité. Nos journées s'organisèrent d'elles-mêmes, sans contrainte. Au réveil, le temps brumeux et frais laissait présager de chaudes journées exceptionnelles pour la saison. Bob et moi profitions de la fraîcheur matinale pour parcourir la campagne, à travers la lande. En Cicerone averti, l'ami Bob savait varier nos randonnées, avec la compétence d'un guide chevronné. Nous rentrions fourbus pour le lunch, rapportant de nos promenades un parfum persistant de mousse, mêlé à celui des fougères desséchées. Afin d'exhiber l'ami français, nous visitions l'après-midi la famille ou les amis. Les uns et les autres montraient une vive curiosité pour le phénomène et ne manquaient jamais, avant de nous laisser repartir, de nous offrir le traditionnel 5 o'clock. Une fois de retour at home, où régnait en permanence un volontaire négligé, nous passions nos soirées dans la bibliothèque, au plafond rayé de massives et rugueuses poutres de chêne verni. Là, réunis tous les 5 en cercle, autour du foyer de la cheminée, la vigilante Mrs. Howard tisonnait avec compétence un feu, que nous supportions aisément. Nous étions début avril, et si les journées étaient belles, parfois les soirées étaient encore fraîches. Daisy rivalisait d'adresse avec sa mère. Elle laisse passer les braises, les rassembler, puis les écarter à nouveau, tandis que son père, placidement carré dans son rocking chair, tirait rêveusement sur sa grosse pipe d'écume de mer. Et voilà, et les autres soirs, il en fut de même. Oh, touchant tableau de famille. On s'y croirait. J'avais pu comprendre qu'il était interdit d'interrompre le compteur. C'est vrai, pas de commentaires. On attend la suite. À toi, Michel. Le crépuscule enveloppait la pièce des mélancolies. Bob et moi bavardions à bâton rompu, commentant la promenade du jour, ou organisant l'itinéraire du lendemain. Silencieux, Daisy et ses parents, en contemplation devant l'âtre, suivaient rêveusement le cours de leurs pensées. Et puis, sortant de leur torpeur, ils reprirent part à la conversation qui peu à peu
s'anima et devint général. Un vent prometteur de tempête s'éleva soudain dans la cheminée, où, grâce aux soins attentifs de nos 2 vestales, grésillait allègrement dans la pénombre un feu dont les flammes reflétaient des ombres mouvantes. Le jour s'amenuisa peu à peu, et la nuit se fit complète. Seuls les reflets rougeâtres que projetaient maintenant les braises agonisantes du foyer éclairaient encore la bibliothèque. Après le dernier sursaut d'une flamme fugitive, un voile d'ombre s'appesantit sur la pièce. L'ambiance devint alors propice aux légendes peuplées de spectres, de châteaux hantés et tutti quanti. Portés par le climat, un souvenir en emmenant un autre, les parents de Daisy, tels de bons Écossais qu'ils étaient, se mirent en devoir d'évoquer pour leur gendre et moi-même leur fameuse histoire de fantômes. Ah, ben nous y voilà. Pourquoi t'es-tu fait tant prier tout à l'heure, hein? Je me le demande aussi. Mais taisez-vous, affreux bavard. Vous rompez l'ambiance juste au moment où cela devient intéressant. Oui, Michel. Alors, tour à tour, l'un ou l'autre prit la parole, interrompu parfois par Daisy, qui apportait une précision au compteur ou rectifiait la chronologie des faits. Toujours est-il que les Howard étaient intarissables. La famille connaissait ses classiques. Afin de ne pas troubler l'atmosphère par la lumière électrique, la subtile Daisy lui préféra la flamme indécise des bougies et d'une main hésitante alluma celle d'un flambeau. Tenez, il m'en revient encore une autre, et cette fois ce sera la dernière. Oh, Daddy, that's enough. Nous allons finir par ennuyer Michel avec toutes nos histoires. Arrête, voyons. Mais pas du tout, Daisy. Au contraire. Monsieur Howard est même très passionnant. Mais oui, chérie, laisse donc parler ton père. Pour nous autres Français, toutes ces légendes nous font mieux pénétrer l'esprit de ton pays. N'est-ce pas, Michel? Non, désolé de vous contredire, Daisy, mais Bob a raison. Dites-moi plutôt, dear Mitchell, avez-vous aussi en France des histoires dans le genre des nôtres? Oh, comme partout ailleurs. Hélas, elles ne sont pas comparables aux autres. Elles sont loin de les valoir. Si je comprends bien, c'est une dérobade, là. Il est donc préférable de ne pas insister, n'est-ce pas? Je craindrais vraiment de trop vous décevoir. Et pour tout dire, il faut vous avouer que je ne possède pas votre talent de conteur. Thank you, vil flatteur. En tout cas, Mrs. Howard et moi-même, nous avons été très heureux de votre visite, dear Michel. D'ailleurs, avant de vous avoir rencontré, nous nous connaissions déjà un peu. Ça, par exemple. Oui, mais Daisy et notre Bob nous ont si souvent parlé de leur petit groupe d'amis français et de vous, en particulier, Michel, que sans vous connaître, vous nous étiez déjà tous familiers. C'est très aimable à vous, monsieur Howard. Et réciproquement, je me permets de vous avouer que je ne me suis jamais senti dépaysé en votre compagnie. Je ne vous cacherai pas non plus que j'ai passé un inoubliable week-end. Grâce à vous, j'ai découvert l'Écosse sous son jour le plus favorable. Et je suis si confus de votre si chaleureuse hospitalité que je ne trouve pas de mots pour vous exprimer ma gratitude. Vous témoignez ma reconnaissance, enfin, vous dire tous mes remerciements. Partis comme nous l'étions, nous aurions pu continuer inlassablement à nous congratuler sur ce ton badin. Toutefois, enhardi par cet assaut de civilité, je crus le moment opportun pour dissiper cette singulière impression qui me poursuivait depuis mon arrivée chez les Howard et avait quelque peu ombragé ma félicité de ces derniers jours. Cependant, avant de prendre congé, monsieur Howard, puis-je me permettre... Je ne sais trop comment m'exprimer. Me permettre... non pas de vous poser une question, mais... comment dire... de vous demander un petit éclaircissement sur un sujet qui ne cesse de m'intriguer depuis mon arrivée chez vous. Oh, certainly, dear Michel. Permettez-vous, my dear. De quoi s'agit-il au juste? Non, je vous précise bien... ce n'est pas à proprement parler vraiment une question. Il s'agirait plutôt... voyons, comment dire... il s'agirait plutôt de curiosité. Curiosité, par exemple. C'est un très vilain défaut. Savez-vous, mon ami, que la curiosité est toujours punie? Rappelez-vous Barbe Bleue. Enfin, c'est difficile à exprimer.
Enfin, toutefois, si vous me trouvez indiscret, libre à vous de ne pas me répondre. Croyez bien que je ne voudrais surtout pas vous contrarier. Oh, voilà un impressionnant préambule. Cependant, allez, toujours, je vous écoute. Bon, eh bien, il faut vous avouer une chose. Je dois vous avouer... M'avouer quoi? C'est si difficile à dire. Allez, avouez, Maïda, avouez, je vous en prie. Oh, c'est si grave que ça. Oui et non. Enfin, ça dépend de votre réponse. Bon, eh bien, voilà, Oui. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi il n'y a pas une seule glace. Pas le moindre miroir, si minuscule fût-il, dans aucune des nombreuses pièces de votre vaste demeure. À première vue, on ne peut pas dire que l'on réalise exactement cette sorte de bizarrerie. Et puis peu à peu, on hésite à s'en rendre compte. Ensuite, on en subit l'absence avant de la percevoir réellement. Tout porte à croire que cette absence ne soit pas tout à fait due au hasard. En pareil cas, elle semblerait indéniablement volontaire. À moins qu'il ne s'agisse d'une de ces mystérieuses traditions écossaises qui ne s'expliquent pas. Au singulier silence qui répondit à ma curiosité, à l'embarras qui envahit mes hôtes, à l'exception de Bob, aussi interloqué que moi, je réalisais l'ampleur de mon audacieuse question. À la perplexité qui se lut sur tous les visages, je sentis, hélas trop tard, que j'avais dû aborder un terrain interdit, un point sensible, un secret de famille peut-être. Enfin, un sujet tabou. C'était l'énorme gaffe, le pavé dans la mare, le monstrueux impair. Comment m'en sortir sans m'enferrer davantage? Pardonnez l'indiscrétion de ma question. Je suis vraiment confus de ma maladresse. Et cependant, je ne vous cacherai pas qu'il m'en coûtait de partir avec l'arrière-pensée de ce mystère, si mineur fût-il. Enfin, si toutefois mystère il y a. Non, il faut surtout pas m'en vouloir. Toutes nos histoires ont dû vous troubler l'esprit. L'heure est déjà tardive et il est grand temps de passer à table. Croyez-moi, cela ira beaucoup mieux demain. Le dîner fut morne et silencieux. M. Howard escamota la traditionnelle veillée d'aussi cavalière façon qu'il esquivait les questions indiscrètes. Je sollicitais un sommeil qui s'annonçait difficile. Je finis cependant par m'endormir la tête pleine d'images peuplées de fabuleuses demeures, mystérieusement privées de miroirs. Alors Michel, comment êtes-vous arrivé à élucider cette fameuse absence de glace? Désolé de vous décevoir, belle dame, je ne suis pas arrivé à élucider quoi que ce soit. Allons, tu vas pas nous faire croire que tu n'as pas ta petite idée sur la question. Moi de mon petit vieux. Justement, j'en suis toujours à essayer de m'expliquer ce qui a bien pu motiver une telle singularité. Mais une demeure sans miroir, ça ne s'est jamais vu. En tout cas, le beau-père de Bob t'a bien eu. Ça, tu peux le dire. Il m'a fait clairement comprendre qu'il n'appréciait pas du tout mon indiscrétion en nous invitant tous à nous rendre à table. Moi, je n'arrive toujours pas à m'expliquer Daisy. Elle que nous avions connue, si coquette. Ça, rassurez-vous, elle l'est encore. Oh oui. Enfin, comment arrive-t-elle à se maquiller sans glace? Elle qui était si féminine, comment peut-elle supporter une telle austérité, je vous le demande? Quand on pense au temps qui n'est pas si lointain où elle était avec nous à la fac, fallait pourtant pas lui en promettre. Oui, ça tu peux le dire. Je vous le répète. Moi, ça me dépasse. Deux femmes normalement constituées, la mère et la fille, vivant dans une demeure sans glace, pour moi, c'est impensable. Je trouve même cela tout à fait anormal et je partage entièrement l'avis de Michel. Cela cache quelque chose, non? Peut-être bien, mais quoi? That is the question. Enfin, Michel, nous direz-vous comment vous avez fini par vous en sortir? Eh bien, précisément, ma bonne amie, je n'en suis pas sorti du tout. Et c'est ça le plus grave. Oh, pas possible. Vous nous faites marcher. C'est pas vrai, c'est pas croyable. Eh ben, mon pauvre vieux, te voilà dans le beau drap.
Aux aurores, le lendemain de la fameuse soirée, Bob fit irruption dans ma chambre. Pardon de te réveiller en sursaut. Avec toutes les histoires du beau-père, j'ai complètement oublié hier soir de te prévenir que nous partirions de bonne heure ce matin. Tu n'as plus qu'à te dépêcher. Bonjour quand même. Bon, c'est bon, je me lève. T'es bien dormi? Tu sais, la nuit a été courte. On s'est couché si tard. Tu dis n'importe quoi. Allez, réveille-toi. Oh non, j'ai encore sommeil, moi. Habille-toi tout de même et viens vite déjeuner. Bon, d'accord, je fais ma toilette en vitesse, je descends. Encore pardon de t'avoir réveillé si tôt. Non, tu sais bien que pour moi, une journée de loisirs commence jamais assez tôt. C'est vrai, mais pour une fois, ne t'attarde pas trop. Tiens, tu te raseras en arrivant, nous partirons plus vite. Mais t'inquiète pas, je vous rejoins tout de suite. J'en ai pas pour longtemps. Moi, j'ai heureusement une glace dans ma trousse de toilette, moi. Ah. Je n'augurais rien de bon de la subite excitation de Bob. Lui, habituellement d'un naturel si tranquille, cela me surprenait de sa part. Habitué en outre au traditionnel copieux et varié breakfast anglo-saxon, le nôtre ce matin-là fut des plus sobres, précipité et quasi silencieux. Notre départ prit des allures de fuite éperdue. Nous partîmes dans les brumes matinales, sans avoir pris congé des parents, encore endormis. Le temps, lui aussi, accentuait l'étrangeté de la situation. Une aurore sinistre baignait le paysage blafard qui se profilait sur le ciel cotonneux. Au bout de quelques miles, Bob décida d'éteindre ses phares pour faire place au jour naissant. Et durant tout le trajet, nous demeurâmes plongés dans un silence lourd de signification. Bob et Daisy suivaient leurs pensées, qui, en juger par l'expression soucieuse de leur visage, ne devaient pas être des plus folichonnes. Personnellement, je n'étais pas très fier, moi non plus, et n'emmenais pas large. Arrivé à destination, Daisy prétexta avec une désinvolture peu coutumière des courses urgentes et s'évanouit dans la nature. Bob, afin d'excuser son comportement, se crut obligé de m'emmener au restaurant avant de m'embarquer pour l'aéroport avec ma barbe de la veille. Je n'étais toujours pas rasé. J'irai sans doute à Paris vers la fin de l'année. Quelques jours avant Noël. Afin de ramener mes parents ici pour les fêtes. Je profiterai de mon voyage pour revoir les amis. Depuis le temps, tu penses? Excellente idée. Ça nous fera plaisir à tous. C'est tout naturel, on est amis, on ne l'est pas. Oh, dis-moi, Bob, je suis affreusement désolé pour hier soir. Tu m'en veux pas trop? Tu sais, à vrai dire, je sais pas ce qui m'a pris. Cette absence de glace finissait par m'obséder, qu'est-ce que tu veux? Ne t'inquiète pas, cela finira bien par s'arranger. D'ailleurs, je ne te cacherai pas que moi aussi, j'étais sidéré par la réaction du beau-père. Ta remarque n'avait rien de désobligeant. C'était qu'une simple constatation. Il n'y avait vraiment pas de quoi fouetter un chat. Je n'arrive pas à m'expliquer son embarras. Je cherchais nullement à l'offenser, tu penses bien? Au contraire, je voulais lui tendre la perche pour raconter une nouvelle histoire, relancer la conversation. Je n'avais aucune arrière-pensée, je t'assure. Ne te tourmente pas avec ça, Michel. Toutefois, cela me prouve que je ne suis pas très observateur. Figure-toi que depuis bientôt 2 ans que nous sommes mariés, Daisy et moi, je n'avais pas encore remarqué ce manque de miroir dans la maison. Cela ne m'avait même pas frappé. En effet, il faut reconnaître que tu n'es pas très doué. Mais t'es tellement amoureux que t'as une excuse. Vous êtes en perpétuelle lune de miel, Daisy et toi. Et comme chacun sait, l'amour est aveugle, n'est-ce pas? Sans doute, sans doute. Cependant, en ce qui concerne la lune de miel, la nôtre en a pris un sérieux coup cette nuit, je peux te l'assurer. Mais explique-toi. C'est comme je te dis.
Ça alors, il manquait plus que ça. Figure-toi qu'hier soir, avant de nous endormir, j'ai voulu questionner Daisy au sujet de ton étonnement. Tu me crois, si tu veux, elle s'est butée. Il n'y a rien eu à en tirer. Enfin, t'es pourtant de mon avis, Bob. Tu trouves aussi que cette demeure sans glace ni miroir a je sais quoi d'étrange, de troublant, de mystérieux, d'angoissant même. Sans dramatiser, je reconnais volontiers que c'est effectivement assez singulier. Cependant, je n'arrive pas à m'expliquer l'attitude de mon beau-père. Pas plus que ce qu'il pouvait y avoir d'embarrassant ou d'indiscret à te répondre. Moi non plus, je vois pas. En tout cas, Bob, crois bien que je regrette cet incident. Ne parlons plus de ça, veux-tu? Allez, Michel, sans rancune. Ciao. Allez, au revoir, vieux Bob. Et encore merci pour tout. Et alors, c'est convenu, je peux annoncer ta visite au groupe vers Noël. C'est ok. Ciao, bon voyage. Et ciao. Votre récit est fascinant, Michel. Eh bien, moi, je ne partage pas du tout l'opinion de Claire. Il n'y a même pas de conclusion à ton histoire. Ben justement, on attend la suite, laissez-le continuer. Un vieillard offensé, un ménage détruit, des amis perdus, et joli bilan, ma foi. Bravo, bravo. Tu as vite fait de résumer la situation, toi. Ah oui, je trouve aussi que Lucien exagère. Tu vas un peu fort. Oh, je t'ai pas vexé, au moins, Michel. Non, écoute, arrête, Lucien. Oh, écoute, entre amis, on peut bien se dire ce qu'on pense, non? Jusqu'à un certain point, il y a quand même des limites. Bah, Faut pas charrier. Oh, dis donc, toi. ça suffit, tous les deux, voulez-vous? Michel nous a écoutés patiemment, sans nous interrompre. Maintenant que nous lui avons donné notre opinion, c'est à lui de répondre. On se croirait au tribunal. Ma parole? Écoutez, vous avez souhaité une histoire, mes amis, vous l'avez eue. Alors, de quoi vous plaignez-vous? Mais on se plaint pas, nous, on se plaint pas, on commente, c'est Oui, tout. on pourrait même dire que nous critiquons. Oh, ça, il en faut pour tous les goûts. Mais celle-ci a au moins le mérite d'être vécue, puisqu'elle est le récit de mes vacances chez nos amis Sirbeau. Oui, j'avais pensé qu'elle était susceptible de vous intéresser, puisque vous en connaissez presque tous les protagonistes. Alors, que désirez-vous de plus? Hein? Ah oui, la suite peut-être. Voilà, Oui, t'as trouvé. La suite, oui. C'est bien, hein? Mais la suite, je la connais pas plus que vous. Je l'ignore. Mais oui. Et nous finirons bien par la connaître un jour. Un peu de patience, que diable. Je trouve qu'il est... Alors là, vraiment, Michel, t'en feras jamais beau. Possible, Bob! Oh, ben, par exemple, si je m'attendais à te voir ce matin... Si je te dérange, je peux toujours m'en retourner. Enfin, idiot! Non, je suis surpris, mets-toi à ma place. Agréablement, je suppose. Mais cette question... Allez, viens. Oui. Viens t'asseoir, là. Volontiers. Petite cigarette? Ah oui, tiens, ça me fera plaisir, merci. Tu as du feu? Merci. Nous parlions justement de toi hier au soir. Ah, Avec Claire et Lucien. en mal comme d'habitude. Mais bien sûr, comme toujours. Ils se portent bien tous les deux, Bernard aussi? Oui. Bah, Claire disait précisément que nous tarderions pas de voir appliquer. Ah oui, c'est à peu près le moment où tu viens chercher tes parents d'habitude. Et tu vois, elle ne s'est pas trompée. Dis-moi, tu en profites toujours comme à pareille époque pour faire tes achats pour les fêtes? Exactement. Et figure-toi qu'en venant, j'ai constaté dans l'avion que les British venaient aussi acheter leurs cadeaux de Christmas à Paris, tandis que les Français allaient réciproquement faire les leurs à Londres. C'est drôle, non? Oui, c'est amusant. Et dis-moi, au fait, tu fais des progrès, toi? Bravo. Des progrès? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te décides tout de même à regarder ce qui se passe autour de toi. Ah, oh, oh, oh. À propos, comment va Daisy? Parfaitement bien, je te remercie. Elle m'a d'ailleurs chargé de bien t'embrasser. Ah. Et puis... C'est aimable à elle, tu ne manqueras pas de lui rendre l'appareil. Mais d'accord. Tu sais, elle était désolée de ce qui s'est passé à Pâques. Tu te souviens, la veille de ton départ? Oui, ça tu penses si je m'en souviens. Non, mais j'en suis encore à me demander ce qui a bien pu me passer par la tête ce soir-là. Bon, bah, tu avoueras que je me suis conduit comme... Bah, arrête un peu ton bon humeur. Non, laisse-moi t'expliquer.
Tu te rappelles l'embarras du papa Howard? Oui, si je me le rappelle, tu penses. Eh bien, il s'est trouvé interloqué par ta question et tout gêné d'avoir à y répondre en ma présence. Alors là, je vois vraiment pas en quoi tu pouvais le gêner. Tout simplement parce qu'il s'agissait d'une vieille histoire. Une sorte de secret de famille, si tu veux. Tu vois? Et ce soi-disant secret, je l'ignorais encore lorsque tu es venu. Tu comprends? Confusément, enfin, j'essaie de comprendre. Aussi cela l'embarrassait de divulguer la chose devant un étranger. Et puis, il faut bien le dire parce que le sujet en question était pour l'époque quelque peu scabreux, pour ne pas dire scandaleux. Tu vois, c'est aussi bête que ça. À première vue, ça paraît tout simple, en effet. Enfin, c'est tout de même très mystérieux. Enfin, autrement, pourquoi te l'avoir caché si longtemps? Oh, ils auraient bien fini par me le révéler un jour ou l'autre, seulement ils attendaient que l'occasion se présente. Ah oui, je vois. Et il a fallu que ce soit moi qui l'ai involontairement provoqué. Parfaitement. Seulement, je te répète à nouveau que cela embarrassait le beau-père d'expliquer la raison de cette fameuse absence de miroir devant toi. D'autant plus qu'on l'a considéré dans la famille comme une tare. Tu as compris maintenant? Oui, j'ai tellement bien compris que je n'aurais pas l'indiscrétion de t'en demander l'explication. Oh, tu penses bien qu'il n'y a pas d'indiscrétion entre nous. Et puis il me semble que tu n'iras tout de même pas le crier sur les toits. Oh ça va, rien n'est moins sûr, hein, c'est pas prouvé. Oui, C'est que j'ai une réputation d'affreux bavard. Non, écoute, je vais essayer de te résumer les faits, mais car je suis extrêmement pressé ce matin, tu vois. Ah oui, à ce propos, je ne pourrais pas venir vous rejoindre ce soir. Aussi, je te prierai de bien vouloir m'excuser auprès de nos amis. Non, attendez, tu peux compter sur moi. J'espère qu'ils m'en voudront pas. Claire est parfois susceptible, elle pourrait se vexer que je sois venu te voir et pas eux. Non, penses-tu pas à ce point-là, quand même. Bon, je dîne chez mes parents, tu vois, ce soir, et nous reprenons l'avion demain matin, alors tu comprends. T'inquiète pas, Bob, je leur expliquerai. Bien, alors je reviens à l'objet de ma visite. À peu de choses près, voilà ce que m'ont appris les révélations du beau-père. Une arrière-grand-mère de Mrs. Howard, donc arrière-arrière-grand-mère de Daisy. Eh ben, dis donc, il ne date pas d'hier ton secret de famille. Ah ouais, m'interromps pas, écoute. Donc, cette fameuse aïeule, encore adolescente à l'époque où se situe l'événement, faisait fonction de demoiselle de compagnie chez une riche parente, plus ou moins éloignée, très exactement sa marraine. Bon, jusqu'ici, c'est très clair. La trisaïeule de Daisy demeurait chez cette dame. Non, pas dame. Demoiselle. Je précise bien, demoiselle. Comme tu le verras par la suite, cette précision a son importance. Celle-ci était orpheline, célibataire et jeune encore. Dernière héritière d'une famille richissime, elle possédait alors le domaine actuel de mes beaux-parents. Oui, où grâce à toi, j'ai été reçu à Pâques. Exact. Et où tu as commencé par constater l'absence de glace dans ta chambre, avant de réaliser qu'il en était de même dans toutes les pièces. Enfin, vous qui avez de quoi s'étonner. Bon, alors? Alors, l'héritier en question, étant décédé célibataire et sans héritier direct, a laissé l'usufruit de sa fortune à de vagues parents éloignés, la nue propriété devant revenir ensuite à la trisaïeule de Daisy, sa filleule, ou si tu préfères, sa demoiselle de compagnie. Voilà. Non, c'est un peu embrouillé ton histoire. Mais non. Enfin, toujours est-il que de génération en génération, d'héritage en héritage, la demeure a fini par échouer à Mrs. Howard, ma belle-mère. Toutefois, le testament comportait une clause primordiale, clause d'ailleurs ponctuellement respectée par les précédents et successifs bénéficiaires, celle de ne jamais plus introduire des miroirs dans aucune des nombreuses pièces de la propriété. Clause abusive, à mon avis. Tu changeras sans doute d'opinion lorsque tu connaîtras la suite. Oh, ben alors, la suite? Ben, c'est là que l'histoire se corse. Cette originale était de surcroît fort séduisante, ce qui, tu en conviendras, ne gâtait rien. Aussi, comme tu peux t'en douter, la belle héritière ne manquait pas de prétendants. On peut l'imaginer. Combien tu penses? Alors, chaque fois qu'il y avait un heureux élu, des fiançailles s'amorçaient. Hélas, dès l'instant où elles devaient se concrétiser, elles avaient toujours tourné court. Et inutile d'ajouter qu'elles laissaient de durables rancunes chez les prétendants éconduits. Ça serait douté. Alors ceux-ci, déçus par leur insuccès, avaient fini par se lasser.
Il commençait à se tarir et ne se privait pas de faire courir les bruits les plus désobligeants sur sa personne. Certains allaient même jusqu'à insinuer qu'elle était plus sensible aux attraits de sa jeune filleule qu'à ceux de ses prétendants. De nos jours, nous aurions qualifié ce fâcheux penchant de tendre amitié, sans conséquence. Peut-être, oui, mais à l'époque en Grande-Bretagne, c'était plus qu'équivoque. Les commérages allaient leur train. Bon, d'accord, mais... Et ça n'explique toujours pas l'absence des miroirs. J'y arrive. Ah, tu arrives... Tu y arrives plutôt lentement. Ah, comme je peux. Mais tu as l'air de faire durer le suspense. Dis-moi, on ne croirait pas si pressé, hein. La jeune héritière était, on le sait, riche et jolie. Jolie au point de s'éprendre de sa propre beauté. Autrement dit, elle faisait du narcissisme. Si tu veux. D'ailleurs, tu vas comprendre lorsque tu sauras que de sa chambre, elle découvrait à l'infini les puissantes verdures des frondaisons du parc et que de son lit, à son réveil, la belle dormeuse plongeait son regard dans sa monumentale psyché au miroir de cristal qui lui renvoyait son image alanguie, réfléchie à de multiples exemplaires dans les autres glaces qui décoraient la pièce. Ouf. C'est pas le palais des 1001 nuits que tu me racontes là, mais celui des 1001 glaces. Tu ne crois pas si bien dire. Dans toute la demeure, ce n'était que jeux de glace qui se multipliaient les uns les autres de pièce en pièce, au point d'en être hallucinant. Ça, je le crois sans peine. Quel déluge de miroirs. Un déluge qui s'est mué en piège. Mais n'anticipons pas. Revenons à nos prétendants. Oui, tu viens de me dire qu'il se raréfiait. Il en restait donc? Oui, un seul. Un admirateur inconditionnel qui avait attendu son heure. Il était sorti de sa réserve pour se mettre sur les rangs. Pas fou, le copain. Il en voulait au magot. Non, pas du tout. Il était aussi fortuné que sa future épouse, et de plus, il était fort bel homme et très séduisant. Mais ça l'a pas empêché d'être éconduit à son tour. Mais détrompe-toi, non. Les fiançailles eurent lieu. Cette fois, les bans furent publiés, la date du mariage convenue. Ah, ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais non, hélas, non. À quelques jours de la cérémonie, un incident aux conséquences tragiques mit irrémédiablement terme au projet. Alors, je vois toujours pas où tu veux en venir. Laisse-moi le temps d'y arriver, écoute. Tu y mets le temps, toi. Et encore j'abrège. Le fiancé, puisque cette fois fiancé il y a, en véritable amoureux transi qu'il était, ne manquait jamais de venir assidûment faire une cour passionnée à sa bien-aimée. C'est tout ce qui est de plus normal. Oui. Or, certains jours, après avoir pris congé de sa dulcinée, comme il se retirait à regret après ses visites quotidiennes, le soupirant ayant subitement décidé d'adresser à sa bien-aimée l'ultime baiser de la soirée, se ravisa et revint sur ses pas. Et c'est là qu'interviennent les fameux miroirs. Ah, mais c'est pas trop tôt. Mais je vois pas très bien le rapport. Enfin, continue. Après sa sortie, par la porte restée entrebâillée derrière lui, l'infortuné amoureux transi, surpris, grâce à un subtil jeu de glace, l'image inattendue de sa future épouse en lassant, d'un peu trop près, sa jeune filleule. Oh, pauvre type. C'est plutôt un sale coup. Elle embrassait la jeune fille d'une manière qui ne laissait pas d'équivoque au malheureux qui, fou de douleur, s'enfuit perdu de chagrin à travers la campagne environnante. Ça a dû faire jaser à l'époque. Et lui valoir de ses ex certains qualificatifs dépourvus d'aménité. Dans sa détresse, le pauvre erra dans la nature une partie de la nuit. Le lendemain matin, lorsque la dormeuse, à son réveil, plongea son regard dans sa fabuleuse psyché, au gigantesque miroir de cristal, celle-ci lui réfléchit avec la confondante complicité des multiples glaces qui l'environnaient, les hautes frondaisons du parc. Elle ne put retenir un cri d'angoisse en découvrant avec horreur, à la cime d'un de ces majestueux arbres séculaires, face à la fenêtre de sa chambre, se reflétant à d'innombrables exemplaires. Devine quoi? Non, là, j'ai peur de me douter. Non, c'est horrible. Eh bien, si.
Un pendu s'y balançait au vent. Alors, sur le point de défaillir, elle se retourna horrifiée et où qu'elle porta ses regards, partout, elle rencontrait l'insoutenable image de son fiancé pendu, avec épinglé sur la poitrine une lettre d'adieu, dernier message d'amour lui expliquant son geste. Accablée de douleur, enfin, en un dernier recours, elle plongea son visage baigné de larmes dans la nuit fraîche de ses oreillers. Puis, rageuse, elle sortit de sa prostration pour, avec une fureur démentielle, détruire ces traîtreuses glaces dont les mille et retentissants éclats jonchèrent en un instant la chambre. Un cri prolongé sauvage retentit à nouveau. Cette fois, elle s'était évanouie. Il y a de quoi. On s'évanouirait pour moi. Longtemps, le souvenir de cette tragédie la poursuivit dans ses pensées, dans ses rêves. Habitée par ses fantasmes, elle ne vécut plus depuis que d'une existence quasi posthume faite de souffrance et de dégoût. Si d'aventure, le hasard la mettait en présence d'un de ces miroirs qu'elle avait tant appréciés autrefois, qui après l'avoir traîtreusement piégée, la frappait aujourd'hui d'horreur et de répulsion, au lieu de sa propre image, elle voyait s'avancer vers elle, réfléchie dans l'énigmatique miroir, l'horrifiante vision de son fiancé pendu. Je comprends maintenant l'embarras de M. Howard. Et pourquoi il a éludé ma question. Et c'est pourquoi, afin de fuir cette macabre obsession, elle fit supprimer par la suite les rares miroirs qui auraient pu échapper à ses foudres. Et cela t'explique donc aujourd'hui cette absence de glace qui t'avait si fortement intrigué lors de ton séjour. Mais Bob, somme toute, ce fameux secret de famille, c'était une vieille histoire dont aurait pu s'emparer la légende. Sans doute, oui. Et ce n'est pas sa faute qu'il l'aurait démenti. Et voilà, en gros, c'est à peu près l'explication que m'a donnée Bob. Bon, sans commentaire. Eh bien voilà, l'histoire finie, le mystère élucidé, la pause terminée, la table de bridge enfin réparée. Eh bien désormais, plus rien ne s'oppose à ce que nous reprenions la partie. Bah non, d'accord. Alors, Bon, alors moi j'étais avec Bernard pour la première manche. eh ben cette fois, Claire sera ta partenaire. Et Bernard, celui de Lucien? D'accord. Bon, c'est à qui de donner ?